Pour préparer cette série, j'ai rencontré plein d'êtres humains, mangé des hot dogs, effectué un pèlerinage sur le lieu de naissance du hip-hop. C'était génial. Remanger des hot dogs, passer des heures devant des clips estoniens chelous. Mais je suis surtout allé ici. La bibliothèque François Mitterrand à Paris. On y trouve 15 millions de livres. Et si l'on se rend à l'étage haut de jardin, tout au fond du couloir, dans la salle A de l'audiovisuel, étagère musique, dans le 15e livre, page 141, on peut lire ça. La France a la deuxième plus grosse industrie du hip-hop dans le monde. Quand on pousse un peu les recherches, on peut voir que cette affirmation existe ailleurs. La France est le deuxième marché au monde pour le rap. La France a le deuxième marché au monde sur le second marché rap du monde. Constitué le deuxième marché. On est le deuxième pays. Deuxième marché mondial de cette musique derrière les États-Unis. Mais jamais, nulle part, aucun chiffre fiable pour le prouver, aucune explication. Alors la France est-elle vraiment la deuxième terre du rap? Et si oui, pourquoi? Le problème avec les chiffres sur le marché du hip-hop, c'est qu'on manque de chiffres. Les spécialistes s'accordent sur le fait que les États-Unis sont loin devant. Mais pour les suivants, c'est très difficile de comparer. Je vous passe les détails de mes recherches, mais en gros, les Français manquent de données avant 2006, les Britanniques ont du mal à analyser les 5 dernières années, le Japon comptabilise le marché du karaoké, mais rien sur le rap, les Allemands, eux, ont tout. Mais du coup, on va pas les comparer tout seuls. On peut juste dire que l'essor du rap y semble très récent. Heureusement, pour s'y retrouver, il existe une solution qui s'appelle Karim Amou. Karim est sociologue et il connaît par cœur l'histoire du rap en France. C'est d'ailleurs le titre d'un super livre qu'il a écrit sur le sujet. Bref, d'après lui, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à mesurer. On a probablement des périodes au moins où la France a effectivement été le deuxième marché mondial. C'est le cas probablement à la fin des années 90. C'est le moment où cette expression de deuxième marché mondial est devenue populaire. Si vous avez plus de 20 ans, comme moi, vous devez vous souvenir de l'année 1998. Elle était bonne, elle était même excellente. Un cru exceptionnel, avec entre autres les albums d'IAM, sortis en 1997 mais qui se vend encore énormément, NTM, mais aussi ça. Ah quel pied! Oh putain! 3 albums qui figurent parmi les albums les plus vendus de l'histoire du rap français. Mais pour Karim Amou, cet âge d'or n'est pas que du passé. C'est probablement le cas en ce moment aussi. La période actuelle est une période exceptionnelle pour les succès commerciaux du rap en France. Si l'on regarde juste le top 20 des plus gros vendeurs d'albums, on peut voir qu'en France, presque la moitié sont des artistes hip-hop. Et quasi tous ces artistes sont français. C'est beaucoup plus que dans d'autres pays comparables. Par exemple, au Royaume-Uni, dans le top 20, on compte 3 rappeurs seulement. Et tous sont nord-américains. Au minimum, on peut donc avoir 2 certitudes. Le rap a en effet un succès particulier en France. Et plus précisément, le rap français. Ouh, c'est le cocktail de la mort, ça! Ok, mais maintenant, il y a une question. Pourquoi le rap est-il si puissant en France? Pour Karim Amou, au départ, ce qui a rendu visible le rap, c'est une étincelle inattendue. Il y a toute une survisibilité, on peut vraiment parler de survisibilité sur la base d'un malentendu qui va se mettre en place. Un malentendu. C'est ce qui a amené des jeunes artistes comme ceux-là à se retrouver propulsés sur les écrans de millions de personnes. Vous le savez, les rappeurs de NTM, comme d'autres, viennent de banlieue. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'est là, parmi les Français d'origine immigrée ou d'outre-mer, qu'on s'intéresse en premier aux musiques noires américaines, dont le rap. Or, au début des années 90, plusieurs événements secouent les banlieues françaises. Madame, monsieur, bonsoir. Scène d'émeute et de pillage à Vaux-en-Velin. La cité des Indes à Sartrouville s'enflamme. Les communes d'Achères et de Chanteloup-les-Vignes. Et c'est là
qu'intervient le malentendu. On cherche des personnes et des voix qui mettent en scène ces banlieues dont on parle, et on va les chercher du côté des rappeurs. Horizon bouché et sentiment d'injustice, les jeunes réagissent, une minorité par la violence, la majorité par le rap et les tags. Toutes ces consonnes et ces voyelles, pour lesquelles j'excelle, je n'ai pas le nom de Lionel. Il n'y a pas d'ampoule, ça pue la pisse, En gros, les premiers rappeurs français devraient leur exposition dans les médias, non pas uniquement à leur créativité, mais parce que les journalistes s'en sont servis pour parler de la banlieue, qui a fait soudainement l'actualité. Une première visibilité ambiguë donc. Tiens, ils font du rap, ils sont marrants, regarde-les, ils mettent des casquettes et moi je te dis, ces tournures-là, ça prend trop la tête. Mais une première visibilité quand même. À deux des bites et des vérités sur ce gros merdier, car je suis loin d'être le seul à l'avoir constaté. L'étape suivante, c'est la question de savoir si l'industrie musicale embraye sur cette visibilité médiatique. Pour schématiser, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'industrie de la musique repose sur un triangle. Bim, triangle. Les maisons de disques produisent de gros artistes qui enregistrent des tubes que diffusent des radios, ce qui permet de vendre plein de CD. Une mécanique du Star System. Si ça c'est pas le chétan en personne. Disons que le problème, c'est que ce système, ça fonctionne très bien pour des Johnny Hallyday, moins pour des Johnny Go. Et quand je m'exprime, j'anime, j'arrime, j'acclime ma bouche de rime de Maxime. Lui, c'est Thierry Chassagne. C'est le patron de l'une des plus grosses maisons de disques en France. Justement, il a été très copain de Johnny. Mais c'est aussi l'un des premiers à avoir produit des rappeurs au début des années 90. Les majors ont commencé vraiment à s'intéresser à l'urbain à ce moment-là, mais on n'avait pas mass média qui relayait cette musique et cette culture. Ce qu'il manque, c'est le dernier maillon de la chaîne dont je viens de vous parler. Les programmateurs radio n'aiment pas trop le rap, notamment parce que ça risque d'effrayer les annonceurs pubs. En gros, on a peur de vendre du Nutella à côté du Nick ta mère. Mais au milieu des années 1990, les 1300 stations de radio que compte notre beau pays sont dans l'obligation légale de programmer 40% de chansons françaises. En 1994, la loi Toubon impose aux radios de diffuser 40% de chansons francophones. Le but, c'est d'éviter qu'elles ne soient des robinets à grosses productions américaines. Et ce gros gâteau, le rap français parvient à croquer un peu dedans, avec des titres grand public comme Je danse le Mia d'Ayam et l'émergence de groupes comme Alliance Ethnique, Réciproque, mais aussi Ménélique. Il faut bien voir que c'est une politique qui est assez originale en Europe et donc qui contribue à expliquer la force du rap en France. Et puis, en 1996, il y a un deuxième changement. Ça s'est accéléré énormément quand Skyrock est passé en format urbain. Skyrock a eu un impact réel sur le rap en France. Skyrock, premier sur le rap. Fondamentalement, c'est une idée exceptionnelle qui fait qu'on est encore dessus 23 ans après. Cet homme s'appelle Laurent Bounot. C'est lui le patron des programmes de Skyrock. Lui qui a l'idée d'en faire une radio rap en 1996. Une idée exceptionnelle. Lui qui fait la pluie et le beau temps dans le rap depuis, et donc lui qui peut interrompre des interviews pour des raisons que ni vous ni moi n'aurons jamais. Attendez, parce qu'il va y avoir notre ami Lil Nas X qui va arriver, numéro 1 actuellement aux États-Unis, qui vient juste de battre Eminem. Bon, j'en étais où du coup ? En 1996, la radio est en perte de vitesse par rapport à ses concurrents, Énergie et Fun Radio. Elle décide de tenter autre chose, miser sur le rap, et notamment sur le rap français, récemment boosté par la loi Toubon. Vous étiez en profiter de cette loi ? Bien sûr. Moi, cette loi, elle a potentiellement changé ma vie. Si en effet, il n'y avait pas eu cette loi, est-ce qu'on aurait eu la force de pouvoir imposer notre idée ? Peut-être, peut-être pas. Avec Skyrock, ce n'est pas la première fois que le hip-hop se fait une place dans les médias, mais c'est la première fois qu'une radio de cette envergure lui offre une exposition exclusive. Du jamais vu, même ailleurs dans le monde. Il y a des radios hip-hop aux États-Unis, mais elles ne sont pas nationales. Un pari payant pour cette radio qui a vu exploser son audience. Chaque jour, plus de 3 millions de personnes écoutent Skyrock. Et le rap devient peu à peu un courant musical grand public.
La preuve la plus évidente de ça, c'est la croissance des personnes qui déclarent écouter régulièrement du rap entre 1997 et 2008. Elle triple. C'est pas la même chose de vendre, en cas de grand succès, 100 000 albums, ou 500, 600, 700, 1 million. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le secteur art n'a pas connu le succès qu'ils ont connu. Doc Gynéco, toute la scène rap de 96 à 2010 a une histoire avec Skyrock. L'effet pervers néanmoins, c'est qu'en ayant eu un tel monopole sur le rap, Skyrock en devient le maître du jeu, en lui donnant une direction commerciale, formatée et donc très souvent critiquée. Je suis en Indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils ont travesti le RAP, je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité, ils ont fait du hip-hop de la variété. Aujourd'hui, le monopole de Skyrock n'est plus, et ce qui l'a fait exploser, c'est la dernière grosse révolution qu'a connue le rap, le streaming. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.